là, ça doit commencer. Ça doit être la présentation. Bonsoir. Donc, je suis Pascal Morancel, le chef du département actuel du BUT Génie chimique, génie des procédés, donc qui fait partie de l'IUT de Lorient et Pontivy, puisque nous sommes situés à Pontivy. Je regarde très rapidement l'IUT de Lorient-Pontivy, c'est à peu près 800 étudiants, un petit peu plus, dont une centaine sont sur le site de Pontivy. Et là-dedans, on va retrouver des caractéristiques particulières, à savoir une quarantaine de pourcents de bacheliers technologiques globalement sur toutes les premières années d'IUT, et puis environ 200 étudiants dans la troisième année qui pour l'instant est représentée par des licences professionnelles qui vont se transformer en BUT3 au terme de la réforme, donc l'année prochaine. Le site de Pontivy lui-même, il est composé de 9 à 10 enseignants titulaires, 5 ou 6 administratifs divers et variés pour un site qui doit faire 4500 mètres carrés de surface. Qu'est-ce que c'est que le génie chimique, génie des procédés? En fait, il faut commencer par oublier la première partie, génie chimique, qui est une mauvaise traduction d'un mot anglais qui disait chemical engineer, dans mon mauvais anglais. En fait, la chimie fait partie des procédés qu'on va pouvoir faire, mais ce n'est pas l'unique vecteur en fait, de procédés. Donc, pour nous, il s'agit de devenir un acteur du procédé, c'est ça qu'il faut retenir de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mettre en œuvre, conduire des installations qui permettent de réaliser des transformations de produits, des séparations de produits mélangés à partir de matières premières naturelles ou synthétiques, ou d'élaborer des produits par une succession d'opérations qui peuvent être là physiques, c'est du mélangeage par exemple, chimique, des réactions chimiques, donc pour souvent le mot acronyme premier qui vient, ou biologique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut demander à des substances de transformer de l'amidon en sucre par exemple, ou du sucre en alcool. Tout ça, ce sont des réactions biologiques. Les publics visés par le département, c'est les bacheliers généraux, toutes spécialités scientifiques conseillées, maths, physique, chimie, SVT, sciences de l'ingénieur. Je sais qu'on ne peut pas choisir toutes les spécialités. Évidemment, nous sommes ouverts aux bacheliers technologiques de type STL, version laboratoire. On peut intégrer des STI 2D aussi. Donc, on a des proportions d'environ une quarantaine de pourcents d'étudiants qui sont fléchés dans ces bacheliers techno. Et puis, on étudie tous les ans des bacheliers professionnels. Mais à ce moment-là, on étudie très finement le dossier, on prend contact avec les étudiants. On ne peut admettre que des très bons dossiers, des gens qui ont réussi un bac avec d'excellents résultats. On peut envisager de les emmener un petit peu plus loin. Voilà un exemple d'un procédé biologique. Donc, on va partir de matières premières, c'est ce que vous voyez là. Il y en a plusieurs. Souvent, il faut les mélanger. Donc, on a une première opération qui va consister à les mélanger avec de l'eau éventuellement. On peut reconnaître là, par exemple, on peut fabriquer de la pâte à pain. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, on voit qu'il y a 2 bioréacteurs. Donc, les bioréacteurs, ce sont des enceintes fermées dans lesquelles on va contrôler la température, l'agitation, en fait, tout ce qui va se passer à l'intérieur. Là, il y en a 2 parce qu'en réalité, il y en a un qui marche et un qui est en nettoyage. Et puis, quand on a fini, on fait l'inverse. Donc, on est sur un processus industriel avec pas d'arrêt de la production. Et ensuite, une fois que le bioréacteur il a travaillé, il a fabriqué quelque chose, il faut séparer les choses. Si, par exemple, j'ai fabriqué du vin, c'est un bioréacteur comme un autre, ensuite, on peut, si on est pressé, centrifuger pour séparer le mou, les bactéries qui ont travaillé à transformer le sucre en alcool, du reste du liquide. Donc, on peut faire ça avec une centrifugeuse ou on peut faire ça avec des filtres à membrane. Et à ce moment-là, le produit fini, c'est le liquide. Quelquefois, c'est une réaction chimique. Donc, le produit fini, ça va être le produit sec qui va rester dans le fond de la centrifugeuse ou sur le filtre de la membrane. Quelquefois, le bioréacteur ne fabrique que des liquides. C'est par exemple du cidre ou du vin, toujours, si on part dans la métaphore vinicole. Et donc, on doit séparer éventuellement l'eau et l'alcool pour faire du bioéthanol pour mettre dans les voitures ou pour faire des alcools plus forts. Ça se fait dans une séparation qui s'appelle une colonne à distiller. Et donc, on va avoir aux 2 étages un produit appauvri en alcool, un produit enrichi en alcool que l'on peut vendre éventuellement. Et puis, d'autres procédés qui peuvent être possibles. S'il s'agit d'une poudre ou d'un truc qu'on récupère sur une membrane, au départ, il n'est pas sec, et donc on peut le passer dans un matériel qui va le sécher et le granuler pour le rendre sous forme de poudre.
À toutes ces étapes-là, ce sont des procédés. Donc, un enchaînement de procédés va faire un processus industriel. Qu'est-ce qu'on fabrique avec ça? Eh bien, à peu près tout ce que vous pouvez connaître de l'industrie. On peut préparer les carburants. Donc, on ne fabrique pas l'essence ni le gasoil, hein. On sépare du pétrole des fractions pétrolières diverses et variées pour les avions, pour les voitures, pour les bateaux. On peut fabriquer des biocarburants, j'en ai parlé un tout petit peu, qui font partie des énergies qu'on va appeler renouvelables. On peut fabriquer du méthane, hein, c'est l'équivalent du gaz de ville. On peut fabriquer des bioéthanols. On peut fabriquer des biocarburants qui rentrent dans le gasoil. Ça se fait encore aujourd'hui. On peut fabriquer des peintures. On peut fabriquer des plastiques polymères qui sont des biopolymères par bio-ingénierie. On peut arriver à faire tout un tas de choses. Et puis, il y a tout un secteur qui est plutôt le secteur de l'environnement, où on va traiter de l'eau d'une façon générale, potabilisation de la ressource en eau existante et retraitement des eaux usées, globalement de tous les... Alors on met déchets, mais en réalité, il faudrait parler plutôt des coproduits. C'est un mot un peu plus facile à manipuler. En fait, l'entreprise, elle va consommer des matières premières et elle va faire des produits, et puis il restera des choses liées à l'activité de production, qui sont des coproduits, des déchets que l'on peut valoriser, que l'on peut transformer, que l'on peut valoriser. Dans la vie courante, on va pouvoir aussi rentrer dans la fabrication des médicaments. On sait que c'est d'actualité aujourd'hui. On a des choses sur le lait, le yaourt. Ce sont des bioréactions. On peut faire des choses un peu plus pointues comme des liquides de propulsion pour les fusées ou pour les choses qu'il faut propulser rapidement dans l'espace. On peut faire des choses de tous les jours, des vernis à ongles, des rouges à lèvres, des produits cosmétiques d'une façon générale. On peut travailler dans le traitement du gaz, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rejeter dans l'atmosphère tous les rejets gazeux produits par mes processus de fabrication. Ils sont traités. Ça se fait, on travaille sur du lavement de gaz, en fait, pour restituer à l'atmosphère uniquement des gaz qui sont respirables et qui ne vont pas intoxiquer les personnes. On sait aussi que très récemment, on a vu l'importance que pouvait prendre la fabrication des vaccins, notamment les dernières générations de vaccins, hein, ceux qui sont dits à ARN messager. En réalité, ils sont issus des biotechnologies. Tout ça se fait dans le cadre de procédés. Les procédés, ils existent à plein d'échelles. L'échelle que vous avez éventuellement pu voir au lycée, c'est l'échelle laboratoire, des mini-procédés. Donc, c'est quelques centaines de millilitres, hein. 100 millilitres, c'est un dixième de litre. Donc, c'est petit. C'est le bécher, c'est des choses, c'est un verre. Nous, on travaille plutôt sur la partie pilote de développement. Ce sont les mêmes choses, mais faites dans des réacteurs, hein, des récipients qui font plus grands, 10 litres à 100 litres. Et puis, ça nous mène au procédé industriel. En fait, entre ces différentes tailles de pilotes, il faut à chaque fois faire des adaptations. On ne fait pas ce qu'on fait sur un bécher de chimie de 10 ml, la valeur d'un verre, comme on fait dans un réacteur de 10 litres ou de 100 litres. Et puis, s'il faut faire 100 mètres cubes ou 10 mètres cubes, c'est tout de suite des échelles différentes. Et donc, on apprend dans la formation à passer du mini-laboratoire au pilote de développement, au procédé industriel. Nous, à l'IUT, on travaille sur les deux premières parties. On n'a évidemment pas de procédé industriel. On va les visiter quand on en a besoin. Donc, cette première partie, c'est plutôt le travail de la recherche d'une façon générale. Le développement industriel se fait avec la partie du milieu et l'industrialisation doit passer par un pilotage de type 10-100 litres pour pouvoir calculer comment on fait pour faire sur 100 mètres cubes. Tout ça, de l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle, c'est le métier du procédé. Quand on doit apprendre, en fait, à passer de quelques... Alors, en termes de production, hein, dans le premier pilote, on fabrique des milligrammes. Dans les deuxièmes, on peut fabriquer des centaines de grammes ou des kilos de produits. Et dans les derniers, on fabrique des tonnes. C'est les échelles, hein, qui changent à chaque fois. Voilà, pour un deuxième exemple, on a pris l'aspirine. En fait, hein, on part de matières premières, on va faire des réactions, on va extraire des produits, puisque les produits, quand on fait la réaction chimique, ils sont mélangés. Puis, pour finir le procédé, on va le cristalliser, donc fabriquer des cristaux à partir des éléments, hein. Le cristal, c'est comme ce que vous avez dans une salière, hein, c'est des cristaux de sel. On a évaporé l'eau dans de l'eau salée. Eh bien, on peut évaporer les solvants qui servent à fabriquer l'aspirine pour ne récupérer que des cristaux d'aspirine pour pouvoir le fabriquer sous forme pelliculée, soit en comprimé, soit mis dans des petites gélules.
Et donc, évidemment, on apprendra à maîtriser les coûts de fabrication. Donc, on va voir différentes étapes, hein. On a des liqueurs mères, donc des solutions liquides. On les mélange, acide acétique d'un côté, acide salicylique de l'autre. Le réacteur les fait se mélanger. On fabrique l'acide acétylsalicylique. C'est le nom savant de l'aspirine. Puis, on va évaporer. Et donc, à chaque étape, vous voyez des procédés chimiques. Nous, on les étudie un par un. Et quand on les assemble d'une certaine façon, ce que vous voyez là, eh bien, ça procède à un processus industriel complexe. Et pour nous, il s'agit d'une succession de procédés individuels que l'on peut décrire et qu'on apprend à maîtriser, nous, élément par élément. Donc, au cours de la formation de 3 années, on apprendra à maîtriser la fabrication des liquides, les mélanges dans les réacteurs, les systèmes de filtration, les systèmes de cristallisation, d'éventuelles récupérations de boue par décantation. Toutes ces problématiques-là sont des problématiques indépendantes et quand on les assemble d'une façon ou d'une autre, on obtient un processus complexe. On verra les processus liés au coût, on verra les choses liées à la sécurité des procédés. On est toujours en lien avec le développement durable puisque on ne peut plus aujourd'hui imaginer de processus industriels polluants non intégrés dans notre développement. Et puis, bien sûr, les aspects qualité. On retrouve là les marqueurs des 2 parcours que l'on va préparer sur le site. D'autres choses plus courantes, hein, c'est la potabilisation de l'eau. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, même en Bretagne, autour de l'eau. Donc, la potabilisation, c'est le captage d'une eau de surface ou d'une eau profonde, et puis une série de traitements qui va amener l'eau de qualité potable jusqu'aux particuliers ou à l'industrie. Donc, là, ça, c'est un ensemble de succession de choses. La décantation, c'est la séparation des objets solides et des objets liquides. Puis, on fait une ozonation, qui est une façon de oxyder toute la matière qui est à l'intérieur. Donc, on va utiliser de l'ozone, hein, qu'on va produire sur place. Puis, on fera un traitement UV éventuellement pour tuer les bactéries. Puis, on mettra du chlore pour la distribuer parce que les UV ne sont pas permanents dans le temps. Donc, quand on a mis du chlore dans l'eau du robinet, eh bien, on peut la transporter et la délivrer sur plusieurs jours jusqu'à son destinataire final. Tous ces processus-là sont des processus indépendants. On retrouve, une fois usagé, l'eau revient de chez le particulier ou l'industrie vers des stations de traitement de l'eau avant qu'on les rejette dans le milieu naturel. De nouveau, on va retrouver un petit peu les mêmes procédés, mais dans une proportion beaucoup plus grande. On ne potabilise pas de l'eau très contaminée. Par contre, on décontamine les eaux usées pour les restituer au milieu naturel avec une norme qui est potabilisable, puisque vous avez compris que lorsqu'on rejette l'eau dans une rivière, la ville qui est située plus bas du fleuve va pomper vos eaux mélangées avec l'eau de la rivière et ça sera suffisamment dilué pour que de nouveau on fasse un processus de potabilisation. Ça, ce sont différents procédés. Quelles sont les matières enseignées d'une façon générale? Eh bien, de l'enseignement général. Les mathématiques, mais comme un outil, il ne faut pas voir ça comme une matière à part. C'est un outil général qui va servir dans toutes les matières. On fait de la physique, pas mal d'électricité. On va faire de la chimie, hein, bien sûr, de l'atomistique, l'organisation des atomes, de la cinétique, comment ça réagit, à quelle vitesse, comment on mélange les produits, de la chimie organique, et on va analyser les produits. Tout ça fait partie de la partie chimique. Et puis, des choses qui sont propres au génie des procédés, de la mécanique des fluides, c'est-à-dire comment on transporte des fluides d'un endroit A à un endroit B, donc comment on utilise les pompes, comment on transporte des fluides. On va faire aussi des choses concernant l'échange thermique, comment je conçois, comment je dimensionne un procédé. Les radiateurs que vous avez chez vous dans vos maisons, qu'ils soient électriques ou à eau ou à quelques processus que ce soit, sont des échangeurs thermiques. On peut apprendre à comment se passe le processus de transfert de la partie chaude vers la pièce qu'il faut chauffer, par exemple. Des opérations unitaires comme la distillation, donc séparation de 2 liquides, les extractions solide-liquide. L'extraction solide-liquide, c'est un mot savant pour faire du café. Le café en poudre, en fait, on met de l'eau chaude dessus, on laisse couler l'eau chaude à travers les grains de café en poudre et on obtient un café chaud. Donc, on a extrait un colorant, de la caféine, tous les arômes du café sont dedans. On va faire de l'environnement au sens où on va avoir des processus qui sont propres à dépolluer les sols, l'eau et l'air. De l'automatisme, parce qu'aujourd'hui, tous ces processus sont pilotés ou pilotables. Et puis, on pourra le faire en microbiologie, donc faire travailler des micro-organismes, et en biochimie. Évidemment, il va y avoir des enseignements généraux de type expression écrite et orale en langue française, mais aussi en langue anglaise. En langue anglaise comme langue de travail, hein. Il ne s'agit pas de comprendre
ou de participer à des émissions de la BBC, mais de comprendre un langage commun à l'ensemble des gens qui travaillent dans notre domaine. Donc, c'est de l'anglais technique. Et puis, des choses qui concernent le parcours personnel et professionnel. Donc, dans une première phase, on découvre les métiers du génie des procédés. Dans une deuxième phase, on se découvre soi-même. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Comment on réagit? Est-ce qu'on peut affronter du public? Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on n'aime pas ça? Et puis, dans un dernier temps, on construit un projet personnel en mettant en adéquation ce que l'on est soi-même et puis ce que l'on a découvert des différents aspects du métier du génie chimique, génie des procédés, pour qu'en dernière année, on soit capable de se dire, voilà, je vais me projeter vers tel ou tel type d'activité professionnelle. En plus de tous les enseignements structurants, comme vous les avez connus jusqu'à maintenant, qui vont représenter sur l'ensemble des 3 années 2000 heures de formation environ, il y a toute une partie qui s'appelle projet tutoré, projet encadré, mais pas encadré tout le temps. Donc, il y en a pour 600 heures, à peu près 200 heures par an. Et là, on travaille en mode projet. C'est-à-dire que vous êtes en petits groupes et vous travaillez sur des sujets, à structurer des savoirs et pour acquérir des compétences. Ça va structurer en plus des 2000 heures qu'on fait devant les enseignants, en face à face pédagogique. Puis, il y a 2 stages de prévus au long des 3 années. Un premier stage d'une dizaine de semaines en deuxième année et un deuxième stage de 14 à 16 semaines en troisième année, ce qui fait un total de 22 à 26 semaines sur l'ensemble des 3 années. Si je regarde comment c'est construit, tous les buts sont faits comme ça, mais le budget CGP se décline comme ça. Une première année avec 3 compétences métiers qui se déclinent en 2 niveaux, au semestre 1, semestre 2, mais ça correspond au niveau 1 de ces compétences. Et on voit que ces compétences vont être renforcées en deuxième année, où on fait le niveau 2, puis en troisième année, où on fera le niveau 3. La particularité pour nous, c'est que une des compétences, qui est la compétence analyse qualité, s'arrête en deuxième année pour être substituée par des parcours. Donc, il en existe 2 pour nous, où on va apprendre des compétences qu'on a baptisées 4 et 5, de niveau 1 et de niveau 2, qui se poursuivent sur le but 2 et le but 3. Si les semestres 4, 5 et 6 sont en jaune sur le schéma que vous voyez là, c'est parce qu'à partir du semestre 4, on peut envisager de finir la formation en apprentissage. Donc, on peut faire soit 18 mois d'apprentissage en faisant semestre 4, 5 et 6 en mode apprenti, ou alors on fait un stage classique de 10 semaines en but 2 et un apprentissage d'1 an au semestre 5 et 6. Et évidemment, si on est totalement réfractaire à l'idée de l'apprentissage ou si on n'a pas trouvé, ou pour une quelconque raison que ce soit, une raison d'âge ou peu importe, on peut envisager de garder évidemment une formation en formation initiale, sans apprentissage, évidemment. Mais l'ensemble de la structure que je vous présente là, elle est conçue pour qu'on bascule au moins au but 3 en apprentissage, en alternance, avec des allers-retours dans l'entreprise, l'alternance se produisant environ 4 séquences de 4 semaines au cours de l'année. C'est à peu près le rythme habituel. Si je regarde les 2 parcours dont je vous parle depuis le début, sur les 3, alors il y a en totalité sur le génie chimique, génie des procédés, il y a 3 parcours qui ont été décrits. Alors le parcours, il faut voir ça comme une coloration. Il y a quand même une grosse partie de tronc commun et puis on peut colorer son activité, son parcours, suivant 3 modalités. Celle que l'on ne fait pas, nous, c'est le parcours dit historique. C'est le génie chimique, génie des procédés, tel qu'il a été conçu en 1956 à l'origine des IUT. Cette voie-là, on ne l'a jamais fait sur le site de Pontivy, on ne la proposera pas. Nos camarades de Saint-Nazaire, qui sont pas loin de chez nous, eux, ils ont plus de 50 ans d'expérience dans le domaine. Ils ouvrent cette formation. Donc, nous, on a plutôt pris le parti de faire quelque chose qui s'appelle conception des procédés et innovation technologique. Donc, c'est du développement et de l'amélioration des procédés, voies chimiques et biologiques, de la gestion de projets industriels. C'est là-dedans qu'on retrouvera la licence professionnelle qui existait précédemment, qui s'appelait procédés de traitement et de valorisation des rejets. Et puis une autre parcours qui va être contrôle qualité environnement et sécurité des procédés. Ce mot-là est beaucoup plus parlant. On comprend tout de suite qu'il va s'agir des contrôles qualité et de la sécurité des procédés. Et donc, la protection de l'environnement étant visée, puisque à l'aide de ces processus, on réduit l'impact environnemental de l'activité industrielle.
Et puis, on fait de la gestion de la qualité et de la sécurité des produits et des procédés. Donc ça, ce sont les deux parcours. À l'origine, la licence professionnelle qui était présente sur ce secteur s'appelait qualité des produits, contrôle qualité des produits alimentaires. Donc cette partie alimentaire restera présente, mais s'ouvrira à l'ensemble des processus qualité de n'importe quoi. Donc en bas, vous avez les 3 années du but, hein, but 1, but 2, but 3, 2 semestres chacun, et puis une sortie possible au terme du but 2, avec une délivrance de l'ancien diplôme DUT génie chimique, génie des procédés, pour un changement d'orientation. C'est possible. C'est peu aujourd'hui, les étudiants qui sont chez nous, très, très majoritairement, vont finir le cycle, mais il est prévu qu'on puisse partir. Alors là, il y a une petite diapositive sur les conceptions de procédés innovation qui est baptisée CEPIT. C'est un parcours ouvert, orienté ingénierie, conception, développement durable, chimie verte, valorisation de la matière et de l'énergie. En fait, on retrouve là tout ce dont les entreprises auront besoin demain pour ne plus générer de déchets, ou en tout cas pour limiter l'impact des déchets, et nous on appelle les coproduits, mais c'est tout ce que l'entreprise rejette après son processus industriel. Les savoir-faire, les compétences qu'il faudra maîtriser, c'est le développement durable, s'assurer de la pérennité de l'entreprise, la gestion et la maîtrise de production des rejets, le recyclage des produits, le fait de moins peser sur des énergies fossiles ou sur des produits qu'il faut tirer du sol, donc limiter en fait je dirais l'apport de matériaux extérieurs par du recyclage. Donc, procédé, dimensionnement, conduite d'ouvrage. On a sur cette thématique-là beaucoup de thématiques sur l'eau, puisque c'est une thématique très très forte en ce moment, y compris en Bretagne. Le contrôle qualité, c'est former des professionnels capables de maîtriser la qualité. La qualité, en fait, c'est un système qualité. La mère de toutes les normes qualité, c'est la norme ISO 9000. Donc, on commence par ça. Et puis ensuite, on peut décliner cette norme sur tout un tas d'autres aspects environnementaux, de travail, de qualité, de choses sur la sécurité des procédés, en fait, tout un tas de choses. Mais ce ne sont que des déclinaisons d'une première norme générale qui organise en fait ça de façon complète. Évidemment, on gardera un petit tropisme sur la qualité alimentaire. D'ailleurs, on a des gens qui arriveront directement en but 3, qui viennent de BTS agroalimentaire, qui sont, eux, susceptibles d'aller plus facilement vers ces vecteurs de l'agroalimentaire, qui est le secteur sur lequel on est basé. Là, ce sont quelques exemples d'apprentissage. Si on bascule sur 18 mois, il faut comprendre qu'on finit complètement la formation au semestre 3 et qu'on bascule au moment du stage dans le semestre 4 et que toutes les parties en bleu sont des parties en entreprise. Et on voit les parties orange, donc on voit en gros 4 blocs de 4 semaines répartis dans l'année à partir de septembre de l'année suivante, qui va correspondre à une vraie alternance, donc une succession de cours à l'IUT à Pontivy et d'entreprise là où vous serez. Ça, c'est le parcours CEPIT, c'est la proposition d'apprentissage qui est faite là. Pour les CQESP, c'est un peu la même chose, sauf qu'on a décalé les zones dans lesquelles on est pour ne pas avoir en même temps les deux parcours sur le site. Mais c'est une question d'organisation. Et puis les CQESP, ils ont l'habitude d'aller très tôt dans l'entreprise parce qu'il y a des choses possiblement à faire très très tôt. Et donc nous, on recule un peu les périodes d'entreprise un petit peu plus tard. Donc les deux calendriers ne sont pas tout à fait timés. Voilà ce qu'on peut faire. Évidemment, on peut poursuivre ses études. Ce n'est pas le but du BUT, mais c'est possible. Donc ça, c'est l'organisation générale que vous voyez là. Aujourd'hui, ça se met en place. Donc, il est possible de quitter en but 2 et d'intégrer une école d'ingé. Il est possible de finir son but et de partir en école d'ingénieur après et de continuer possiblement jusqu'au doctorat pour intégrer le système qui dit plus 3, plus 5, plus 8. Donc nous, on est sur le niveau plus 3, donc c'est le grade de licence. Et puis après, vous pourrez repartir dans le système universitaire classique, repartir vers les écoles d'ingénieurs, repartir. Et une fois que vous avez fait ça, pouvoir possiblement revenir sur le site. En fait, on a des doctorants, il y a une dizaine de doctorants sur le site. Donc, c'est des gens qui préparent des doctorats, qui sont avec nous sur le site, puisqu'on y fait de la recherche. Voilà ce que je peux vous dire sur tout ça. Évidemment, le niveau de sortie but 2, c'est les choses qui sont étudiées, c'est toujours les très bons dossiers, c'est évident. Peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure auxquelles je répondrai. Quels sont les secteurs d'activité, les métiers ? Eh bien, il n'y a pas de typologie.
En fait, il y a du procédé partout. On peut fabriquer des yaourts et on peut préparer des carcasses de voitures pour les préparer à l'intégration sur une chaîne de fabrication. On peut fabriquer du rouge à lèvres et on peut rentrer dans une distillerie ou une brasserie de bière. Enfin, il y a beaucoup de. En fait, chaque entreprise n'est qu'une succession de processus pour nous. Et donc, on peut intégrer à peu près n'importe quel type d'industrie, de la pétrochimie en passant par la biopharmaceutique, la pharmaceutique, la microbiologie, des choses en industrie, sur des domaines de production d'énergie ou de transformation de produits. Là, on a mis un petit panel de choses des anciens qui sont chez nous. La vie de l'IUT, alors c'est Pontivy, c'est un campus un peu à la campagne. Vous avez globalement, donc c'est la photo qui est à droite, site de Pontivy. On est sur un site où il y a un gros lycée agricole à côté de nous et une école de préparation des infirmières, un IFSI, avec une petite ville de 16 000 habitants. Je crois au dernier recensement, il y avait 16 000 habitants à Pontivy, mais globalement, elle est dimensionnée comme une ville de 45 000 habitants puisqu'elle draine tous les alentours. Il y a 3 gros lycées, 4 gros supermarchés. Enfin, c'est assez distribué. Et à la rentrée prochaine, les génies chimiques, génie des procédés seront avec un deuxième département qui s'ouvrira juste cette année dans le tertiaire. Il y a des choses à faire avant et après. On peut faire du sport. Il y a un plan d'eau qui est ouvert toute l'année. Il y a un plan d'eau vive. Il y a des choses à faire. Enfin, il y a une vie en dehors de l'IUT, je vous rassure. Je dirais un peu comme dans les ch'tis, on pleure 2 fois quand on arrive et quand on repart. Mais plaisanterie mise à part, il y a beaucoup d'activités à faire sur le site. Je crois qu'il y a 110 associations diverses et variées sur le site de Pontivy. Donc, on peut tout à fait y avoir une vie sociale agréable. À terme, il y a déjà aujourd'hui à peu près 800 ou 900 étudiants dans le supérieur, entre les étudiants de BTS, les étudiants infirmières et les étudiants de l'IUT. Donc, ça représente déjà un pool de gens de peu près 800-900 personnes qui sont d'ores et déjà sur le site. Et donc, il y a une vie éventuellement autour des activités autour de Pontivy, possiblement. Voilà quelques photos de ce qui peut être fait à droite à gauche. On peut y compris penser à sa start-up. Donc, il y a des étudiantes une année qui nous ont fait un projet de démarrage d'un processus de fabrication de rouge à lèvres. On a des moyens d'avoir des choses à votre disposition sur le site. Donc, vous avez là tout un tas d'activités possibles, de la fête de la science, en projet pépite, donc de conception d'entreprise, à des projets où on encadre des petits élèves de maternelle pour leur expliquer ce que c'est que la science, des vies étudiantes, des remises de diplômes, des choses comme ça. Voilà, j'en aurais fini avec cette présentation. Je ne sais pas exactement, comme le temps n'est pas affiché, je ne sais pas où j'en suis exactement, donc je pense qu'on va pouvoir passer éventuellement aux questions. Donc là, ce sont des photos prises dans les laboratoires. Donc on a des laboratoires de chimie, de microbiologie, de génie des procédés. En fait, on a tout un tas de salles spécifiques. Alors pour la musique, c'est plutôt à Lorient. Pour la plage aussi. Et puis là, des choses où on pourra se rencontrer. Il est vrai que pour finaliser cette petite présentation, le plus simple, c'est d'essayer de nous rencontrer sur les journées de portes ouvertes qui auront lieu le vendredi en soirée pour nous, et vendredi soirée et samedi 3 et 4 février pour le site de Pontivy. Il est toujours intéressant de rencontrer les étudiants et les personnels du site. Et puis, il y a tous les salons qui sont rappelés là. Supermort Saint-Brieuc qui est passé, mais on était la semaine dernière à Rennes. Il y a Brest en fin de semaine de cette semaine-ci et InfoSup qui sera en fin du mois de janvier, 26, 27, 28, qui doit être à Lanester cette année, si j'ai bien compris. Et puis à droite, vous voyez nos 3 récipiendaires des Oscars du Morbihan de création d'entreprise. C'était des jeunes filles qui avaient préparé une start-up en fait à partir d'un procédé de fabrication de rouge à lèvres qui allait jusqu'à concevoir l'emballage en éco-conception et en impression 3D. Vous pourrez retrouver tout ça, l'enregistrement de ça sur des lives dont les différentes en-têtes sont ici.
Je vais arrêter le partage. Donc, c'est ma tête qui est revenue dans l'écran. L'organisation des séquences de cours, c'est toute la promotion est ensemble, ça s'appelle le cours magistral, c'est dans une grande salle, un amphithéâtre. Puis on divise le groupe normalement en deux, ça s'appelle le travail dirigé, on met en œuvre ce qu'on a appris dans les cours magistraux. Et puis on peut encore couper ce groupe de TD, donc travail dirigé, en deux, pour faire simple, pour entrer dans des groupes de 10-12 qui vont faire du TP. Donc en TP, on est en petit nombre, par binôme ou tout seul, et on est dans des salles spécialisées. Et c'est ça l'organisation. Il n'y a pas d'emploi du temps à la semaine, donc c'est pas comme au lycée, hein. Toutes les semaines, l'emploi du temps change. Donc c'est pas les mêmes matières tous les lundis matins, c'est pas les mêmes choses le mardi après-midi. Donc l'emploi du temps change de nature, c'est pas les mêmes profs, c'est pas les mêmes séquences. Et les contrôles sont faits au fur et à mesure de l'année. Donc, on appelle ça le contrôle continu. Donc, au fur et à mesure que les séquences de cours sont terminées, on les valide. Et puis, l'originalité du but, hein, c'est non plus de valider des connaissances, des compétences académiques, mais bien de valider des compétences techniques. Donc, on va en fait décrire, tout votre diplôme est décrit en compétences, c'est-à-dire que avec le savoir académique et les TP et les projets de type projet tutoré ou situation d'apprentissage et d'évaluation qui s'appellent des SAE, on va évaluer votre capacité à démarrer une installation, l'arrêter, mettre au point un procédé, faire du contrôle, des choses de ce genre-là. Donc, en fait, à la fin, le diplôme, c'est un diplôme en compétences et non plus un diplôme en qualité académique. En fait, on est passé de l'un à l'autre. On est plus proche aujourd'hui de ce qui se fait dans un système de formation professionnelle.